Qui n'a jamais eu cette sensation d'être face à un mur en apprenant quelque chose? Une page de livre qui semble écrite dans une autre langue, un concept qui refuse obstinément de rentrer. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une discipline fascinante qui s'attaque justement à ça, l'orthopédagogie. Et on va voir comment elle peut transformer l'apprentissage. Allez, c'est parti! Ah, ces moments, on les connaît tous. Le problème de maths qui nous casse la tête, le rapport à rédiger qui nous paralyse, ou cette nouvelle compétence au travail qui paraît juste insurmontable. On a vraiment l'impression de se battre, de se cogner la tête contre un mur. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est obligé d'être comme ça? Et la première chose à comprendre, c'est que non, on n'est pas seul dans ce cas, loin de là. Cette difficulté, c'est une expérience que tout le monde partage à un moment ou à un autre. Qu'on soit un enfant qui découvre la lecture, un étudiant en plein blocus ou un adulte qui change de carrière, ces défis, ils sont absolument universels. C'est clair que cette lutte, à la longue, ça peut vraiment saper le moral et la confiance en soi. Mais imaginez une seconde si on pouvait inverser la tendance. Si on pouvait transformer cette frustration, cette angoisse, en plaisir. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, il existe un chemin pour y arriver. Et ce fameux chemin, c'est l'orthopédagogie. Alors attention, on ne parle pas de simple soutien scolaire ou d'aide aux devoirs. C'est beaucoup plus profond que ça. L'idée, ce n'est pas juste de faire et refaire un exercice, mais de comprendre pourquoi ça bloque, d'aller à la racine du problème pour trouver des solutions durables. Bon, voilà la définition officielle. Elle peut paraître un peu complexe, un peu académique, mais en fait, tout est dit. Il y a deux mots qui sont absolument essentiels là-dedans. Évaluation et intervention. C'est vraiment une démarche scientifique. D'abord, on analyse, on comprend, ensuite, on agit. Donc, pour le dire plus simplement, le travail de l'orthopédagogue, c'est de comprendre la cause profonde d'un blocage avant de proposer une stratégie pour le dépasser. Par exemple, pour un enfant qui a du mal à lire, au lieu de juste lui faire relire la même page encore et encore, on va peut-être lui apprendre des techniques de visualisation pour l'aider à voir les mots différemment. Alors, on pourrait se dire, ok, l'orthopédagogie, c'est pour les enfants à l'école. Eh bien non, ou en tout cas pas seulement. Vous allez voir, le public concerné est bien plus large que ce qu'on imagine. Le spectre est vraiment immense. Ça va bien sûr des plus jeunes, du primaire au lycée qui posent les bases de leurs apprentissages, mais ça concerne aussi les adultes qui reprennent des études, les professionnels qui doivent se former à un nouveau métier, et même les seniors qui veulent garder un esprit vif et agile. Bref, toute personne qui apprend. Et le type d'aide est tout aussi varié. D'un côté, on va pouvoir accompagner des personnes qui ont des troubles bien identifiés, comme la dyslexie, la dyscalculie, ce qu'on appelle les troubles 10. Mais de l'autre côté, on va aussi aider sur des difficultés plus générales, que tout le monde peut rencontrer. Des problèmes d'organisation, de concentration, des blocages en maths. Qu'il y ait un diagnostic ou pas, l'orthopédagogie a son rôle à jouer. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Il faut imaginer un véritable plan d'action, mais un plan d'action entièrement sur mesure, taillé pour la personne. Et tout ça, ça repose sur une démarche très structurée. La méthode est simple et logique. Elle se déroule en deux grands temps. D'abord, l'évaluation, c'est la phase où l'on dresse un portrait robot ultra détaillé de la personne qui apprend. Et ensuite, l'intervention. C'est là qu'on bâtit la stratégie et qu'on met en place les outils. On va détailler un peu ces deux étapes. Pour l'évaluation, j'adore cette image du détective. C'est exactement ça. L'orthopédagogue devient une sorte de Sherlock Holmes de l'apprentissage. Il ne se contente pas de regarder les notes. Non. Il mène une véritable enquête pour comprendre ce qui se passe sous la surface. Et ce détective, il va chercher des indices partout. Il va s'intéresser au fonctionnement cognitif, bien sûr, mais aussi au contexte familial, aux relations sociales, aux passions de la personne et surtout à ses points forts. Parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui marche déjà pour construire la suite. C'est une vision à 360 degrés. Une fois que notre détective a réuni toutes les pièces du puzzle, l'enquête est terminée. Il change alors de casquette et devient une sorte d'architecte. Avec toutes les informations qu'il a collectées, il va construire le plan d'intervention en allant piocher dans une boîte à outils extrêmement riche et variée. Et cette boîte à outils, elle est juste fascinante. Ce ne sont pas des vieilles recettes de grand-mère. On y trouve des outils super modernes, basés sur les neurosciences. On peut y apprendre comment son propre cerveau fonctionne, comment gérer son stress, utiliser le jeu pour apprendre, ou encore des techniques visuelles comme les cartes mentales. Le but, c'est de rendre la personne autonome. Mais il y a un autre point qui est absolument crucial. L'orthopédagogue ne travaille jamais seul dans son coin. Ce n'est pas un loup solitaire. Au contraire, une de ses plus grandes forces, c'est sa capacité à travailler en équipe.
En fait, l'orthopédagogue est au centre d'un véritable réseau. Il dialogue en permanence avec les enseignants, bien sûr, mais aussi avec les orthophonistes, les neuropsychologues, les ergothérapeutes. Cette collaboration assure que l'aide est cohérente et globale, que tout le monde avance dans la même direction. Pour bien comprendre son rôle, on peut utiliser une autre analogie, celle de l'infirmière dans un service hospitalier. C'est elle qui fait le lien, qui coordonne les soins entre les différents médecins et spécialistes. Eh bien, l'orthopédagogue, c'est pareil. C'est un peu le chef d'orchestre du parcours d'aide de l'apprenant. On a vu la méthode, les outils, le travail d'équipe. Mais au fond, pourquoi fait-on tout ça? Quel est le but final, le véritable objectif de toute cette démarche? C'est quelque chose qui va bien au-delà des simples résultats scolaires ou professionnels. La mission ultime, la voilà. C'est de permettre à la personne de rallumer la flamme, de retrouver la curiosité, le plaisir de découvrir, la joie de comprendre. C'est de transformer quelque chose qui était source de peur et d'anxiété en une véritable source d'épanouissement. C'est redonner confiance, tout simplement. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se sent bloqué ou qu'on voit quelqu'un, un proche, un enfant en difficulté, il faut se souvenir de ça. La difficulté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un mur infranchissable. C'est peut-être juste une invitation à essayer un autre chemin. Et si finalement, on décidait de faire de l'apprentissage un vrai plaisir?